Excellent. Welcome everyone. Très bien. Bonjour à tous. Je suis Xavier Martin et je vais être votre modérateur de ce panel aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Ana Maria Prieto Ariza, qui travaille au sein de la Banque centrale de la Colombie. Elle a travaillé sur la promotion des paiements inclusifs. Nous avons également Nitya Sharma. Elle travaille chez Women's World Banking, qui est une organisation avec un historique exceptionnel sur l'inclusion des femmes dans les services financiers numériques. Ensuite, nous avons le plaisir d'avoir Jacqueline Juma, qui travaille chez Africanenda. C'est une organisation africaine qui travaille sur l'accélération des systèmes inclusifs de paiement instantané. Et finalement, nous avons Camilo Teles, qui est le directeur adjoint chez Better Than Cash Alliance. C'est un partenariat entre de différentes organisations qui œuvrent pour accélérer la transition vers les transactions numériques. Donc, Anna Maria, Nitya, Camilo et Jacqueline, bienvenue dans ce sommet. Aujourd'hui, nous allons parler de la prise en compte intentionnelle du genre dans les systèmes de paiement. Ce que cela veut dire d'avoir des systèmes de paiement plus inclusifs pour les femmes. Nous allons également parler des défis et les domaines potentiels de croissance. Je vais commencer avec quelques questions de ma part pour les panélistes, mais j'aimerais bien recevoir les questions du public, donc pensez bien à vos commentaires, vos questions que vous pourriez avoir, et vous pouvez les mettre dans la messagerie qui se trouve en bas à droite de votre écran. Vous pouvez laisser vos commentaires, vos questions dans cette messagerie, et puis je peux poser vos questions aux panélistes. Alors, Jacqueline, commençons par vous. Avant de rejoindre Africanenda, vous avez passé plus d'une dizaine d'années à travailler dans l'espace du financement numérique. Vous avez travaillé sur la digitalisation des paiements, vous avez fait des recherches, vous avez été consultante. Et donc, vous avez une compréhension approfondie de comment on peut encourager l'inclusion à travers les paiements. Alors, pourriez-vous partager votre point de vue sur la question de pourquoi les paiements sont importants pour l'inclusion financière? Merci, Xavier. Absolument. Donc, les paiements, surtout les paiements instantanés, sont intégrales à nos vies quotidiennes. Ces paiements sont cruciaux parce qu'ils permettent des transactions en temps réel. Et aujourd'hui, c'est un prérequis de base pour notre mode de vie. Et donc, en permettant cette accessibilité à la liquidité en temps réel, cela aide les foyers et cela aide au niveau individuel aussi. Un accès à la liquidité en temps réel permet l'inclusion financière. Et puis, en regardant la situation du point de vue de ce que nous souhaitons faire, c'est-à-dire la promotion des paiements numériques, l'on a de différents effets au niveau national, au niveau régional et au niveau mondial. Alors, certains de ces efforts d'inclusion financière visent non seulement l'inclusion financière de différents groupes, mais aussi on souhaite améliorer les infrastructures de paiement au niveau national et développer les économies. Pour une personne exclue du système, le fait de recevoir des transferts d'argent dans un compte, cela peut permettre accès à d'autres systèmes. Merci, Jacqueline. Donc, les paiements sont une porte d'entrée pour d'autres produits et services financiers plus transformateurs. Donc, je vais passer la parole à Anna Maria. Vous travaillez chez la Banque centrale de la Colombie.
Et si j'ai bien compris, vous travaillez sur le lancement d'un système de paiement instantané. Alors, dans votre expérience, quelle est l'importance de l'implication de la Banque centrale et des régulateurs dans le développement de ces systèmes plus inclusifs et interopérables qui fonctionnent bien pour les femmes aussi? Merci, Javier, et merci de m'avoir invité à participer à cette conversation. Les systèmes de paiement deviennent un outil essentiel pour le développement de tous. Ces systèmes sont cruciaux pour encourager la compétitivité économique, pour encourager le développement des entreprises et pour débloquer l'inclusion financière. Les banques centrales, les gouvernements peuvent s'assurer que les infrastructures fonctionnent de manière efficace pour être plus rapides, plus convenables, mais il faut travailler de concert avec le secteur privé. Ce ne sont pas les autorités qui vont atteindre les utilisateurs du dernier kilomètre. Donc, c'est une relation gagnant-gagnant où le secteur privé peut déployer les innovations, des services de qualité et répondre plus spécifiquement aux besoins à travers des produits spécifiques et de nouveaux services de paiement pour les clients que l'on n'atteint pas aujourd'hui. Et puis, la Banque centrale et les régulateurs peuvent fournir de différents services aux fournisseurs de services pour permettre la participation de tous dans ce système plus ouvert et plus compétitif. Merci Anna-Marie. Maintenant, passons la parole à Nithya. Vous avez travaillé beaucoup sur l'innovation dans le financement numérique. Surtout, vous avez fait des initiatives pour combler l'écart considérable entre hommes et femmes par rapport à l'accès au financement et à la technologie. Alors, quelles sont les principales barrières contre les femmes quand il s'agit d'inclusion financière? Absolument, merci pour m'avoir invité. Nous voyons des barrières dans trois dimensions. Tout d'abord, au niveau de la demande ou au niveau du client, de la cliente plutôt. Elle a peu de choix. Elle a peu de compétences de base par rapport au financement et à la technologie. Elle n'a pas la confiance et euh, elle n'a pas de confiance dans les systèmes. Il y a des questions telles que l'accès au téléphone ou aux cartes SIM. Parfois, les femmes n'ont pas accès à leur propre téléphone portable. Quelqu'un d'autre peut sortir pendant toute la journée avec le téléphone et donc elle n'a pas accès. Parfois, les femmes n'ont pas assez de temps. La femme ne peut pas aller au point d'accès pour faire des transactions. Ensuite, on a des barrières au niveau institutionnel. Donc, ce sont les fournisseurs de services. Souvent, on a euh, des idées reçues. On pense que les femmes ne sont pas des clientes pertinentes. On n'a pas des données désagrégées par genre. Et donc, on ne comprend pas quels sont les besoins, quels sont les comportements sur les plateformes. Cela a un effet secondaire. On a donc un manque de focalisation sur le genre euh, dans la provision de services. Finalement, on a des barrières liées à l'écosystème. Dans beaucoup de marchés, nous voyons encore des lois et pratiques discriminatoires qui empêchent la pleine participation des femmes. L'on a un manque d'identification, euh, par exemple des identités numériques permettant aux femmes d'accéder à des différents services, tels que les services financiers, mais aussi l'éducation et d'autres services essentiels. Finalement, on a une mauvaise connectivité et de mauvaises infrastructures dans beaucoup de marchés. Je raconte cette histoire souvent. Il y a quelques années, nous faisions des recherches dans les Philippines, aux Philippines. C'est un pays de 7000 îles. Et donc, une femme a raconté le fait qu'elle était à Manille et elle a souhaité renvoyer de l'argent à sa famille dans une zone rurale. Et elle a dit, si
la connectivité se coupe pendant la transaction, elle ne peut pas être certaine que la transaction a réussi. Et donc, la personne de l'autre côté ne sait pas exactement où se trouve l'argent. Et donc, comme j'ai mentionné, la confiance, la fiabilité, ce sont des barrières. Si l'on n'a pas la pleine confiance dans cette technologie et puis on a une telle interruption dans le processus, ça va nuire à la confiance. La femme ne va plus faire confiance à la technologie. Donc ça, c'est un problème d'infrastructure. Et puis, par rapport au paiement, il y a l'acceptabilité ou l'acceptation des paiements dans la vie quotidienne de la femme. Il y a quelques années, nous avons fait des recherches sur la digitalisation de la paie. C'est bien si l'on peut recevoir euh, son salaire toutes les 2 semaines, par exemple, dans un compte. Mais si les différents services, les différents points de vente n'acceptent pas ce moyen de paiement numérique, dans ce cas, je vais être encore forcé d'aller vers un distributeur de billets et de faire des transactions en espèces. Donc, il y a ce défi par rapport à l'écosystème. Il n'est pas suffisant d'inclure la femme. Elle doit être capable de se servir du service numérique. Lorsqu'elle a l'accès, ça doit être utile pour elle là où elle va faire ses transactions. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais très rapidement sur l'importance de ces barrières. L'on a touché à certains des points essentiels, le fait que ces paiements sont une porte d'entrée, mais l'inclusion financière, c'est un chemin vers l'autonomisation économique des femmes. Le fait d'avoir ce financement numérique permet à la femme de prendre des décisions pour la prospérité de sa famille, mais ça va aussi avoir des effets secondaires sur sa communauté. Lorsque les femmes ont un contrôle sur leur prise de décision financière, les femmes sont plus susceptibles de rester à l'école. Donc, c'est un effet de 25%. Et là, on augmente le potentiel de la fille pour gagner plus d'argent. Donc, c'est un choix intelligent. Il y a aussi un effet sur les affaires. Les femmes manquent un accès au crédit. Il y a un écart de 1,7 mille milliards de dollars dans cet écart. Donc, on a un cas d'usage pour les affaires aussi. Il y a un grand marché et une grande opportunité que l'on laisse sur la table. Et finalement, Jacqueline l'a mentionné aussi, encore une fois, l'inclusion financière de la femme contribue à la croissance mondiale. Donc, une étude de McKinsey, il y a quelques années, a noté que si les femmes étaient des participantes égales dans l'économie, on pourrait augmenter la taille de l'économie mondiale par 28 000 milliards de dollars. Donc, c'est bien pour les affaires, c'est bien pour les institutions financières. Nous pouvons promouvoir la prospérité et la croissance économique grâce à l'inclusion des femmes. Merci, merci Nithya. Cela nous donne beaucoup de pistes de réflexion. Donc, vous avez parlé des idées reçues, euh, vous avez parlé de différentes barrières et l'importance de cette autonomisation économique des femmes. Donc, cela est essentiel pour les objectifs sociaux dans de différents domaines. Donc, c'était très intéressant ce que vous avez dit par rapport à l'opportunité pour les entreprises dans le fait de promouvoir ce genre d'initiatives. J'aimerais maintenant passer la parole à Camilo, parce que vous travaillez de près avec les États et les décisionnaires en matière de politique. Et vous pouvez partager beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans d'autres pays. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur ce que les décisionnaires en matière de politique peuvent faire pour agir de manière plus intentionnelle dans le processus d'autonomisation des femmes et de l'inclusion financière des femmes? Merci beaucoup, Xavier. C'est un plaisir d'être parmi vous
pour ce panel. Comme vous avez dit, notre alliance travaille avec des États et des acteurs à l'international aussi. L'une des choses que nous avons constatées au cours des dernières années, c'est qu'il y a de bonnes nouvelles. Les chiffres à FinTech de l'été passé ont montré que beaucoup plus de femmes ont adopté des comptes. Nous avons vu une augmentation importante comparée à il y a 10 ans. Mais quand même, il y a des millions de personnes et surtout des femmes qui n'ont pas encore de compte. Comme Nithya et Jacqueline ont dit, il y a des effets secondaires pour l'autonomisation économique des femmes. Dans le contexte de la reprise économique post-Covid et tout ce qui se passe dans nos économies en ce moment, il est critique pour nous de soutenir les États dans la création de systèmes et de stratégies de paiement et dans leurs efforts d'inclusion financière axés sur l'atteinte de l'égalité des sexes entre hommes et femmes, mais aussi pour les jeunes filles. Au cours des dernières années, nous avons travaillé étroitement avec les États pour le développement de principes que nous appelons des principes onusiens pour des paiements numériques responsables. C'est en réponse à ce qui s'est passé avec les paiements numériques dans le monde entier pour aider à tous les acteurs dans ce domaine avec la création de systèmes de paiement qui répondent aux besoins des consommateurs et bien sûr les besoins des femmes en particulier. Cela veut dire la protection des données, des systèmes de traitement des plaintes, etc. La priorisation des femmes est l'un des principes que nous avons rédigés, mais nous avons identifié d'autres problèmes tels qu'un manque de connectivité, un manque d'identité formelle et identité numérique particulièrement, mais il y a beaucoup d'autres barrières. Maintenant, plus d'États reconnaissent le rôle important des femmes dans l'économie et dans le numérique. Ce n'est pas uniquement une question d'égalité sociale, mais c'est une question d'affaires, comme Nitria a dit. L'une des choses importantes que nous avons appris récemment est pour faire tout ce que nous souhaitons faire, il nous faut des données. Il y a un manque de données désagrégées par sexe dans le monde entier. Des entreprises et des États commencent à faire ou à adopter des approches plus novateurs, comme le Chili qui a adopté une approche intéressante. Mais nous devons d'abord faire le plaidoyer des données désagrégées par sexe et travailler avec le secteur privé et le secteur public pour utiliser ces données comme moteur de politique et de prise de décision en matière de politique. Et nous devons demander au secteur privé d'utiliser ces données pour comprendre les différents segments. Si vous parlez avec une entreprise travaillant dans le crédit, vous allez voir qu'ils peuvent avoir créé de différents segments de clients pour les clients de différents âges, de différents sexes, etc., etc. Alors pourquoi est-ce qu'on ne voit pas cela au niveau mondial et surtout dans les économies émergentes? Mais pour faire cela, le secteur public et le secteur privé doivent mieux comprendre les enjeux et développer de meilleurs produits. Merci beaucoup, Camilo, pour toutes ces idées. Nous avons beaucoup parlé des données et de l'importance des données désigrées par sexe pour améliorer nos politiques. Camilo, vous avez également parlé de Findex et nous avons vu des progrès au cours des dernières années dans les données de Findex qui sont en fait désagrégées par sexe au moins en partie. Et en fait, c'est l'un des rares acteurs avec ce genre de données en Amérique latine. Alors, voyez-vous des progrès dans
les efforts de combler l'écart entre les sexes ou qu'est-ce que vous pensez, Anna Maria? Je suis tout à fait d'accord avec les autres panélistes. Nous avons fait beaucoup de progrès et avec la crise sanitaire, beaucoup de pays émergents ont réussi à faire augmenter l'augmentation des services numériques. Il y a eu davantage de programmes numériques aussi et cela a aidé à renforcer la dynamique. C'est vrai surtout pour les normes parcularisées et pour les femmes. Nous travaillons avec un programme que nous avons conçu en fait lors de la crise sanitaire pour euh, essayer de gérer les difficultés du confinement. Nous avons travaillé avec un certain nombre de foyers et nous avons vu beaucoup de progrès et beaucoup d'avancées dans leur comportement, non seulement avec les paiements numériques utilisant les portefeuilles électroniques qui étaient offerts, mais aussi en termes des économies et sur le parcours vers l'inclusion financière. Voilà une chose. Mais il y a autre chose qui se passe dans les pays émergents. C'est le déploiement des différentes plateformes de paiement instantané. Je vois que c'est très utile et très pratique et cela aide beaucoup avec les problèmes d'écosystème dont Nitya a parlé. Nous voulons non seulement donner des comptes bancaires aux femmes, mais aussi avoir tout un écosystème financier qui peut soutenir les femmes. Nous avons vu de bons résultats des efforts déployés dans beaucoup de différents pays et nous avons eu beaucoup d'histoires de réussite de par le monde. Il faut donc concevoir ces plateformes avec le secteur privé en collaboration afin d'incorporer les bonnes fonctionnalités pour assurer le bon fonctionnement de ces plateformes, pour assurer que ce sont des plateformes plus inclusives qui marchent pour tout le monde. Les banques centrales, les États et les régulateurs créent des cadres de réglementation. Et dans ces cadres, nous voyons davantage l'importance de la confiance. Nous avons beaucoup de différents acteurs, des fintechs, de nouveaux produits et de nouveaux services. Et de plus en plus de personnes non bancarisées sont intégrées dans les systèmes financiers grâce à ces produits et services. Mais nous devons également assurer la protection des consommateurs et la protection des femmes. Est-ce que ces consommateurs et ces femmes comprennent les risques, comment se protéger, etc. Comment pouvons-nous donc créer un écosystème basé sur la confiance? Merci beaucoup, Anna-Maria. Et c'est très lié à Nitya, à ce que Nitya a dit concernant la confiance. Nous avons appris ce que les institutions financières peuvent faire pour renforcer la confiance, mais surtout pour les femmes, avec beaucoup de barrières, quelle serait la bonne pratique pour créer une confiance numérique? Jacqueline, allez-y. Et ensuite, Nitya, vous pouvez ajouter ce que vous avez à dire. Oui, en ce qui concerne le renforcement de confiance, je pense que nous devons nous demander pourquoi il y a des partis pris, surtout dans la compréhension de pourquoi les femmes n'adoptent pas des services et des produits disponibles actuellement. Est-ce lié aux canaux utilisés par les femmes? Il ne faut pas oublier que la vie va au-delà du numérique. Les femmes utilisent beaucoup de différents mécanismes de gestion d'argent au niveau des foyers qui sont utilisés par les femmes. Est-ce que les outils financiers que nous offrons
ne sont, ne sont pas compatibles avec les pratiques des femmes. Et ensuite, nous pouvons prendre des décisions où, en fait, les femmes vont prendre la décision. Si le produit n'est pas compatible, la femme ne va pas l'adopter. Les femmes sont déjà euh, félicitées pour être des championnes de la microfinance, surtout en Afrique. Et cela malgré euh, le fait qu'elles ne peuvent pas forcément être propriétaires de terre, malgré le fait de ne pas avoir des smartphones, elles peuvent faire des choses au niveau des foyers, des ménages, pour la résilience et la survie. Une fois que nous pouvons apprécier cela, nous pouvons passer d'une étape où nous voyons les femmes comme gestionnaires de petites décisions au niveau des foyers. Nous pouvons ensuite commencer à créer des solutions qui marchent pour elles. Les jalons importants de la vie pourraient être un point d'entrée, le mariage, la naissance d'un enfant. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas ciblé ces moments de vie, surtout pour les femmes des classes inférieures? Nous pourrions offrir des produits, des services utiles. Mais avant de faire cela, il faut comprendre comment les femmes euh, peuvent accéder aux services et aux produits disponibles actuellement. Il y a un peu de recherche sur ce domaine maintenant, mais je pense que nous n'avons pas assez fait pour renforcer la confiance. Nous devons bien considérer ce qui se passe. Nous pouvons collecter des données sur, par exemple, les attentes des femmes, leurs ambitions, les moments importants de leur vie, le soutien disponible dans leur communauté, le cercle social, etc. Tout cela. Là, nous pouvons vraiment renforcer la confiance dans les instruments financiers. Merci beaucoup, Jacqueline. C'est clair que vous avez déjà beaucoup pensé à cette idée. Et maintenant, Nithya, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je pense que ce que nous avons vu réussir est le modèle haute technologie avec un touche personnelle. Parce qu'il faut toujours avoir le soutien pour renforcer le confort avec les capacités numériques et financières pour que les femmes comprennent comment utiliser le smartphone, comment accéder aux soldes dans le compte, comment accéder aux informations sur les transactions passées. Alors, nous travaillons avec des femmes qui confectionnent des vêtements au Bangladesh pour leur aider à comprendre, à gérer leurs revenus. Nous avons utilisé un programme basé sur les pairs. Et donc, les femmes qui ont vite appris quoi faire pouvaient enseigner aux autres. L'idée était de nous assurer que la première tentative avec la technologie soit une réussite. Nous avons vu des réseaux de femmes qui ont connu beaucoup de succès en Inde et ailleurs pour soutenir les femmes dans l'adoption des technologies et dans l'utilisation des transactions. C'est quelque chose que nous avons vu réussir pour renforcer les capacités, mais aussi pour aider les femmes, quel que soit leur niveau de compétence. S'il y a quelqu'un qui est très occupée, qui est commerçante, qui est au marché, elle ne va pas pouvoir quitter son étal pour aller dans une banque pour apprendre davantage. Donc, il faut aller la rencontrer là où elle est pour l'aider, pour renforcer sa confiance et pour nous assurer qu'elle puisse faire des transactions et pour qu'elle puisse renforcer ses capacités pour la donner de la confiance à utiliser ces technologies. Merci pour ces commentaires, Nithya. Et Anna Maria a mentionné
L'augmentation de l'utilisation des paiements numériques ces dernières années, surtout pendant la pandémie, vous avez parlé de différents programmes qui ont joué un rôle essentiel. Et donc, cette croissance, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle va continuer, c'est-à-dire? Camilo a mentionné quelques difficultés qui ont apparu dans les données de Findex. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Absolument, je souhaite féliciter ces progrès. Ce- Dans les données de Findex, l'écart était 9% et aujourd'hui c'est 5%, ou plutôt 6%. Mais nous ne pouvons pas arrêter nos efforts. Ce n'est pas le moment de relâcher les efforts. Nous sommes tous optimistes, mais ça dépend de nous. Ça dépend des progrès que nous allons réaliser. Alors, les 742 millions de femmes qui restent non bancarisées, c- il n'est pas seulement de question de ne pas avoir un compte, il est aussi une question d'usage. Il faut s'assurer que ces femmes utilisent leur compte dont elles disposent. Donc, il y a un quart de milliard de femmes qui ont un compte, mais qui ne s'en servent pas euh, de façon quotidienne. Donc, certaines de ces femmes vont être les plus exclues des systèmes numériques. Et nous, dans la communauté mondiale, nous devons militer pour ces femmes. Nous devons nous assurer d'atteindre ces 742 millions de femmes non bancarisées. Et nous ne pouvons pas reculer sur ces progrès. Encore une fois, les femmes qui ont un compte, c'est très bien de cocher la case pour l'accès, mais il faut s'assurer que les femmes restent engagées avec leur compte qu'elles ont ouvert. Elles doivent s'en servir pour les transactions. Et cela touche aux différents sujets que nous avons mentionnés, par exemple par rapport à l'écosystème. Elle doit pouvoir se servir des services numériques pour payer ses différents achats. Donc, on peut féliciter les progrès que l'on a réalisés, mais on ne peut pas relâcher les efforts. Il faut continuer à se concentrer sur les 742 millions de femmes qui restent à être touchées, pour ainsi combler l'écart entre les sexes. J'ai apprécié ce commentaire, donc le fait que nous pouvons féliciter les progrès sans relâcher les efforts. Alors, est-ce que vous avez d'autres pensées, les autres panélistes, est-ce que vous avez d'autres commentaires? Xavier, j'aimerais... Désolé, Jacqueline, allez-y. En fait, je pense que l'on a certains éléments positifs sortant de la crise de COVID-19. Bien sûr, la crise sanitaire a créé euh, une poussée d'utilisation des services numériques, mais aussi une poussée de fraude. Et donc, les fournisseurs de services doivent s'assurer de collecter des données autour des femmes et il faut s'assurer d'utiliser ces données pour concevoir certains systèmes spécifiques, prenant en compte des questions liées au genre et les risques, etc. Donc, avec la croissance continue du digital, on va avoir certains aspects positifs, mais il faut rester réaliste, il faut regarder les données pour répondre aux besoins des femmes par rapport à l'inclusion financière. Alors oui, je pense que cette croissance va continuer et je pense que nous allons voir d'autres résultats positifs sortant de cette croissance du digital, mais aussi par rapport à la croissance par rapport aux données. Il y a tant de choses que nous pouvons faire par rapport à l'analytique dans les prochains jours et prochaines années. Merci Jacqueline pour ces commentaires. Camilo, alliez dire quelque chose? Oui, une chose que je souhaitais mentionner, c'est que ces dernières années,
Nous avons travaillé avec nos collègues chez Women's World Banking, mais aussi ONU Femmes, la Banque mondiale, sur un appel à l'action pour les égalités. C'est un plan d'action avec 10 points pour permettre au gouvernement, aux entreprises de se reconstruire plus fort après la crise de Covid. Et cela basé sur l'inclusion financière des femmes. On a lancé des engagements de la part de nos partenaires. Et puis, le G20 a publié un document l'année dernière. C'était un document de la part des ministres des Finances. Et ce document a touché sur beaucoup des sujets dont nous avons parlé. Donc, par exemple, le fait d'embaucher plus de femmes, le fait de digitaliser les paiements venant du gouvernement, de l'État, le fait de faire un effet de levier avec les plateformes numériques euh, e-commerce. Donc, nous devons continuer ces efforts, nous devons travailler avec les secteurs publics et privés pour mettre en œuvre ces idées. Dans mon expérience, nous avons fait beaucoup de travail avec, par exemple, Anna Maria et le gouvernement de la Colombie pour développer l'utilisation d'outils numériques. Nous avons également travaillé au Bangladesh et ces différents cas d'usage offrent une porte d'entrée vers euh, l'inclusion financière. Mais ce n'est pas suffisant. Nitya a fait un commentaire très pertinent. Elle a noté que nous avons encore beaucoup de personnes incluses qui ne sont pas actifs avec leurs services. Donc, pour s'assurer de cette activation, il faut concevoir les produits pour répondre aux besoins des personnes. Et ce qui est très important, dans beaucoup de marchés, on a encore des problèmes liés aux infrastructures, avec les coûts, l'interopérabilité, et ces obstacles empêchent euh, la réalisation de transactions sans entrave. Alors, il est si important de faire ce travail pour encourager les volumes, réduire les coûts et rendre les services plus accessibles pour le reste de la population. Je sais que cela est très important dans votre travail que vous faites et j'ai hâte de voir ce que vous allez faire en Afrique dans les prochaines années pour encourager la mise à échelle des services de paiement pour réussir à atteindre l'égalité financière. Merci Camilo, merci pour ces commentaires. Vous avez mentionné les paiements rapides. C'est un sujet sur lequel Anna-Maria a travaillé. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'importance de l'interopérabilité? C'est un sujet important, c'est un bon sujet en général, mais on a aussi une question de timing. On ne veut pas entraver la concurrence, on ne veut pas créer un fardeau pour les institutions. Je ne sais pas si Anna Maria ou quelqu'un d'autre a des commentaires. Oui, j'ai beaucoup de commentaires à faire. Nous avons justement travaillé sur ce point. Nous devons nous assurer, c'est un, c'est un principe, il faut s'assurer que l'infrastructure soit interopérable. On ne peut pas avoir des systèmes en boucle fermée. Pourquoi? Parce que même si on a des opportunités pour les affaires, en fin de compte, ce ne sera pas une solution qui va fonctionner pour tout le monde dans tous les coins du pays. Et donc, certainement, il faut inclure cette question de l'interopérabilité pour avoir un paysage concurrentiel et inclusif. Cela pour les fintechs, pour de nouveaux fournisseurs de services financiers, pour les permettre de se lancer dans le secteur des paiements et déployer de nouvelles innovations. Donc, certainement, ça, c'est un des rôles des autorités. Il faut s'assurer de cette interopérabilité. En même temps, il faut répondre aux cas d'usage pour les entreprises
et encourager la permanence des acteurs. Merci Anna Maria. Nous entrons dans les dernières minutes du panel. Je ne sais pas si vous avez des remarques de clôture ou quelque chose que vous souhaitez souligner avant de conclure. Un dernier point de la perspective d'un régulateur, avec tous les défis dont nous avons parlé, on a aussi des défis pour les régulateurs en termes de leur capacité. Nous avons besoin de nouvelles approches pour répondre à ces défis. Nous devons embrasser des bacs à sable ou des pôles d'innovation. Même l'approche de collaboration, notre façon de collaborer avec l'industrie. Nous devons changer notre manière de fonctionner pour répondre aux besoins et pour créer des réponses plus robustes et un cadre de travail plus propice au développement. Donc, je pense que nous devons vraiment tester de nouvelles approches. Ça, c'est un défi pour les institutions. Merci Anna-Maria. Et Nithya, Camilo, Jacqueline, est-ce que vous avez des derniers commentaires pour notre public? Pour moi, il faut encourager les parties prenantes à accepter les recherches scientifiques et donc nous devons faire avancer cette conversation, surtout pour les segments les plus en besoin. Quels sont leurs principaux obstacles? Euh, Alors, nous devons vraiment penser aux besoins des femmes et ça peut aider pour la conception des processus ou des solutions pour les femmes. Ce n'est pas suffisant de parler de la formation pour les femmes. Merci, Jacqueline. Et Camilio, Nithya, est-ce que vous avez des commentaires? Allez-y, Camillo. Non, vous. Mon dernier commentaire que je souhaite ajouter. Nous souhaitons innover, introduire de nouvelles technologies. Les autres panélistes en ont parlé déjà, mais il faut vraiment se concentrer sur la protection des consommateurs et la transparence. Il faut avoir des mécanismes pour protéger les clients, en fin de compte. Et il faut s'assurer que les clientes sachent où elles peuvent aller lorsqu'elles ont besoin d'aide. Nous avons tous connu ces difficultés dans nos propres vies. On peut avoir des difficultés avec les technologies et ça va. Il est essentiel d'avoir des mécanismes de soutien. La cliente doit savoir où elle peut aller pour résoudre ses problèmes et donc ça doit être un service client de base. La femme doit sentir qu'elle a ce filet de secours juste au cas où. Elle doit avoir accès à des ressources pour répondre à ses besoins. Lorsqu'elle a loupé un paiement, où est-ce qu'elle peut aller? Comment est-ce qu'elle peut s'assurer de la sécurité de son argent? Donc, cette transparence et la protection doivent être embarquées dans les systèmes en pensant à l'innovation et l'avancement des systèmes. Merci. Camilo. De ma part, je souhaite renforcer l'importance euh, des, euh, des données désagrégées par genre. Donc, ce manque de données euh, entrave notre prise de décision. Les leaders, les régulateurs, les créateurs de politiques doivent vraiment générer ces indicateurs pour informer leur prise de décision. Et il faut vraiment encourager la collaboration et l'utilisation de ces données. Merci. Malheureusement, nous n'avons plus de temps pour cette séance, mais Anna Maria, Jacqueline, Nithya, Camilo, ça a été formidable de vous parler. Merci pour vos commentaires sur les paiements inclusifs et comment on peut faire en sorte que cela fonctionne mieux pour les femmes. On se verra bientôt, j'espère. Merci pour votre attention. Nous
arrivons à la fin de ce sommet. Il nous reste une séance et je souhaite vous voir